Les élèves latinistes et hellénistes de Madame Vandamme du lycée Saint-Rémy sont heureux de vous présenter la lecture publique théâtralisée du conte d'Eros et Psyché, des Métamorphoses ou l'âne d'or d'Apulée. Il était une fois, dans une ville, un roi et une reine qui avaient 3 filles d'une beauté très distinguée. Les 2 aînées, quoique gracieuses et charmantes, pouvaient de la vie générale être louangées comme de simples femmes. Mais les appas de la 3e étaient si rares et éclatants que la pauvreté des mots humains était inhabile à les célébrer dignement, ou même à en donner idée, et une foule d'habitants, citoyens et étrangers, rassemblés par la rumeur, s'empressaient à admirer un spectacle aussi unique, une 2e Vénus. Cette impertinente greffe des honneurs célestes sur un culte rendu à une mortelle enflamma violemment les esprits de la vraie Vénus. Furieuse, hors d'elle, secouant la tête, grommelant impeto, elle se tint ce discours. Moi, Vénus, antique aïeule de la nature, origine et principe des éléments, nourricière de l'univers, on m'obligerait à faire pot commun avec une mortelle des honneurs dus à ma majesté. Mon nom célébré au ciel serait profané par les souillures de la terre. Quand on m'offrira des expiations, je ne saurais bientôt plus si c'est à moi ou à ma doublure, et je devrais supporter qu'une future morte promène mon portrait partout. En vain, Paris, par une juste sentence approuvée du grand Jupiter, m'aura préféré, pour ma grâce unique à de si hautes déesses. Ah, mais cette n'importe quoi ne va pas s'amuser longtemps à usurper mes dignités. Je m'en vais la faire se repentir de m'avoir volé ma beauté. Je t'en supplie, par l'amour maternel qui nous lie, par les douces blessures de tes flèches, par les brûlures délicieuses de tes flammes, venge ta mère, venge-moi à fond, châtie sans pitié ces appas insolents, et pour ça, arrange-toi simplement, ça vaudra toutes les punitions, pour que cette pucelle s'amourache à la folie du dernier des hommes, un pas de chance, maléficié, sans rang, sans fortune, même pas en bonne santé, tellement misérable que sur toute la terre, on ne puisse pas en trouver un seul aussi minable. Mais voilà qu'un beau matin, le roi, son père, l'a réveillé en disant: Lève-toi, mon enfant, nous devons nous rendre au sommet de la montagne sacrée. Mais pourquoi, père? Cette nuit, une boule de feu m'est apparue et m'a parlé. C'est un ordre de l'oracle. Sans poser plus de questions, la belle Psyché rejoignit son père dans le parquet du palais. Ensemble, ils gravirent en silence la montagne sacrée. Arrivé au sommet, le roi prit Psyché dans ses bras, la serra contre son cœur et dit: Adieu, mon enfant. J'espère que je te reverrai. Adieu, père, vous me laissez là? Je le dois, mon enfant. Tu vas rester seul. Ton destin t'attend. La déesse Aphrodite est furieuse contre toi. Elle dit que tu es plus belle qu'elle. Ta beauté l'offense. Un monstre doit venir te chercher. Un monstre? Oui, ton futur mari est un serpent ailé. Il doit venir pour t'emporter dans sa grotte. Psyché, pendant ce temps, apeurée et tremblante, n'arrête pas de pleurer au haut de son rocher. Quand la douce haleine d'un zéphyr plein de caresses agite d'un frémissement le bord de sa robe et en gonfle les plis, soulève la jeune fille d'un mouvement insensible et d'un souffle tranquille, la porte sans secousse le long de la paroi rocheuse, au pied de laquelle, dans le creux d'un ballon, il la dépose et gentiment la couche au sein d'une pelouse creusée. Bien brièvement allongée dans un premier étage, sur un coussin de gazon humide de rosée, Psyché, remise de son grand choc, s'endormit les yeux dans le sommeil, elle s'éveilla, apaisée et dispose. Elle fit une haute et vaste bouquet d'arbres. Elle fit une source dont les hommes coulaient transparents comme du cristal. Près du point où affleurait la source, au milieu d'une clairière, se dressait, bâtiment de main d'homme et par opération divine, un palais de roi. Dès qu'on était dans l'entrée, on comprenait qu'on avait sous les yeux la lumineuse et luxueuse garçonnière d'un dieu. Partout dans la maison, régnait un luxe et une majesté pareille. On pouvait parier qu'évidemment, c'était un palais céleste fabriqué par le grand Jupiter, pour les servir de maison de rendez-vous avec des humains. Captivé par le charme des lieux, Psyché s'approcha de plus près. S'enhardit, s'introduisit à l'intérieur, observa tout, de plus en plus séduite par la splendeur du spectacle, et découvrit, du côté opposé aux pièces d'habitation, des magasins gigantesques, admirablement construits, où s'entassaient des trésors immenses. Un objet qui n'est pas là, c'est qu'il n'existe pas. Mais en plus d'une si admirable quantité de richesses, le plus merveilleux c'était que cette fortune rassemblée du monde entier n'était protégée par aucune chaîne, aucun bouc, aucun gardien. Et tandis qu'elle regardait et s'extasiait, une voix sans corps lui parlait et lui dit: ces richesses t'étonnent, maîtresse? Et pourquoi donc? Tous ces trésors sont à toi. Va dans ta chambre, mets-toi au lit, chasse ta fatigue
et quand il te plaira de mon vent. Nous dont tu entends la voix sommes tes servantes. Nous t'aiderons de bon cœur à ta toilette. Et une fois faite, te servirons sans retard un thé de rêve. Ses plaisirs terminés, Psyché vit que le soir était venu et s'alla coucher. La nuit était déjà avancée quand un léger bruit vint frapper son oreille. Tremblante alors, si seule, pour sa virginité, elle a peur, elle frissonne, et plus qu'aucun malheur, elle redoute ce qu'elle ignore. Et voilà, déjà, près d'elle, le mari inconnu. Il est monté dans le lit, a fait de Psyché sa femme, et, avant le lever du jour, est reparti en halte. Aussitôt les rois, aux alliés et de la chambre, donnent leur soin à la nouvelle épouse dont vient d'être immolée la virginité. Les choses allèrent ainsi pendant un certain temps, comme l'a voulu la nature, à la nouveauté du plaisir, l'habitude ajoutée pour Psyché une douceur de plus, et le son de sa voix mystérieuse consolait son abandon. Cependant, ses parents vieillissaient. Consumés sans relâche par le deuil et l'affliction, et le bruit de l'aventure s'étant répandu au loin, les sœurs aînées avaient toutes appris. Sur le champ, dans la tristesse et la désolation, elles avaient abandonné leur foyer et, rivalisant d'empressement, s'étaient rendues auprès de leurs parents pour les voir, leur porter des paroles d'affection. Cette nuit-là, le mari, s'adressant à sa Psyché. Psyché, tendre et chère épouse, la fortune dans sa rigueur accrue te menace d'un danger mortel. Veille et tiens-toi soigneusement sur tes gardes, voilà mon avis. Tes sœurs qui te croient morte, dans leur émoi, cherchent ta trace et parviendront bientôt au rocher que tu sais. Si par hasard tu perçois venant d'elle quelques lamentations, ne réponds rien. Ne regarde même pas dans l'autre direction, sous peine de causer à moi une grande douleur, à toi la pire des catastrophes. Est-ce cela que tu me promettais, ma Psyché? Qu'attendre désormais de toi, moi ton mari, ou qu'espérer? Durant le jour, durant la nuit, et jusque dans les bras de ton époux, tu ne cesses pas de te torturer. Va donc, fais ce que tu voudras, et content par ton malheur les exigences de ton cœur, qui te souviennent toutefois de mes sérieux avertissements, lorsque trop tard reviendra le repentir. Alors, à force de prière et en menaçant de mourir, elle arrache à son mari la permission tant désirée de voir ses sœurs, d'apaiser leur deuil, de s'entretenir avec elles. Et non content de céder de la sorte aux insistances de sa nouvelle épouse, il lui accorde, en outre, tout l'or, tous les colis dont elle voudra leur faire cadeau. Mais il lui recommande avec insistance, et de manière à l'effrayer, de ne chercher jamais, si ses sœurs lui en donnent le plein de ce conseil, à connaître la figure de son mari. Curiosité sacrilège qui, du fait du bonheur, la jetterait dans la perdition et la priverait pour toujours de ses embrassements. Psyché rend grâce à son mari, et déjà plus joyeuse. Ah, plutôt 100 fois mourir que de ne plus goûter à la douceur de notre union, car je t'aime à la folie, je te chéris, qui que tu sois, à l'égal de ma vie. Non, Cupidon lui-même ne t'est pas comparable. Toutefois, à mes prières, je t'en supplie, accorde encore ceci. Ordonne à Zéphyr, ton serviteur, de transporter mes sœurs par la même voie que moi, et de me les amener ici. Alors Zéphyr, et me rappelle l'heure de son mari. Aussitôt de le commandement, il informait d'un tout comme éditeur, et trois fois contre les cordes à destination. Les volets du matin qui s'embrassent, échangent la passion des yeux. Toute la douceur d'être ensemble, et des larmes apaisées reviennent à la veille de la joie. Mais voici, mon toit, mon foyer, plus de chagrin, entrez, et que vos cœurs se remettent de leur affliction en compagnie de votre Psyché. Leur parlant de la sorte, elle leur montre les immenses richesses de la maison d'or. Leur fait entendre de quoi la voix qui la sert, leur offre de se restaurer après un bain utile. Les procurent rapidement d'une tablette pour les immortels, si bien qu'il ne faudra terminer de ces confusions de richesses vraiment célestes. Elles commencèrent au fond de leur âme à nourrir des pensées d'en haut. Quelle chance! Ce n'est pas juste! Les deux sœurs, folles de jalousie, se mirent à comploter contre Psyché. À la fin de la journée, elles avaient un plan. Psyché, je suis très inquiète pour toi. J'ai peur qu'un jour le monstre te dévoile son visage et te dévore. Oh non, il ne ferait jamais cela. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas le droit de voir son visage? Pour ne pas m'effrayer, sans doute. Oui, pour que tu ne vois pas ces grandes infractions. Un jour il te dévorera toute crue. Vous ne faites, mes chers séries, que rester fidèles comme il convenait au devoir de la piété fraternelle. Et quant à ceux qui vous affirment ces choses, ils ne me paraissent pas inventer de mensonges. Car jamais je n'ai vu le visage de mon mari, et je ne sais même pas d'où il vient. La nuit seulement, saisissant à peine le son de sa voix, je subis l'approche d'un époux dont la condition m'échappe, et qui fuit la lumière. Oui, vous dites vrai, c'est quelque bête et j'ai tout lieu de penser comme vous. Il ne cesse de me faire grand peur de sa vue et me menace des pires châtiments si j'ai la curiosité de connaître ses traits.
Si maintenant vous pouvez apporter une aide salutaire à votre sœur en danger, c'est le moment de venir à son secours. Agir autrement serait détruire par votre indifférence présente le bienfait de votre prévoyance première. Trouvant dès lors les portes grandes ouvertes et l'âme de leur sœur livrée à découvert, les scélérates, sans plus dissimuler ni recourir aux engins camouflés, tirent le glaive de la fourberie et s'emparent des timides pensées de la candide enfant. Prends une lampe maniable, bien garnie d'huile, qui jette un vif éclat. Mets-la sous le couvert de quelques marmites. Entoure tous ces préparatifs d'un secret impénétrable. Qu'entraînant jusqu'ici sa marche onduleuse de reptile, il sera monté dans le lit suivant son habitude. Quand il sera étendu et que terrassé par le premier sommeil tu connaîtras à sa respiration, qu'il dort profondément. Alors laisse-toi glisser du lit. Déchaussé, sur la pointe du pied, doucement et à petits pas, va délivrer la lampe de sa ténébreuse prison. Prends conseil de sa lumière pour saisir l'instant favorable à ton glorieux exploit et, sans plus hésiter, lève d'abord le bras droit, qui de toutes tes forces est la plus vigoureux de l'âme à bout tranchant. Coupe le nœud qui relie à la nuque la tête du serpent malfaisant. Notre assistance, d'ailleurs, ne te fera pas défaut. Nous nous tiendrons, anxieuses, aux aguets, et sitôt que par sa mort tu auras assuré ton salut, nous accourrons, nous nous hâterons d'emporter en t'emmenant toi-même tout ce que tu as ici, et nous t'unirons par un hymen digne de tes deux créatures humaines par l'être humain. Ces paroles allument l'incendie dans les entrailles déjà brûlantes de leur sœur, qu'elles s'empressent d'abandonner, redoutant par-dessus tout de se trouver même à proximité de la tragique aventure. Déposées comme d'habitude par les ailes du vent au sommet du rocher, elles se dérobent par une fuite rapide, montent sur leur navire et disparaissent. Cependant, Psyché laissée seule, que dis-je seule? Elle ne l'est pas. Les furies la harcèlent, est agitée par le chagrin comme une mer au flot bouillonnant. Si arrêtée que soit son dessein et affermit sa résolution au moment d'exécuter son crime, elle hésite encore et chancelle, et se sent partagée entre les émotions contraires. Voilà la nuit venue. L'époux est arrivé. Et après les premières passes d'armes de l'amour, il est tombé dans un profond sommeil. Psyché ne peut pas se rassasier dans sa curiosité d'examiner et de manier. Elle admire les armes de son mari. Tire une flèche du carquois. On essaye la prendre sur son pouce. La doigt qui tremble encore appuie un peu plus fort. Se pique assez avant pour qu'à la surface de la peau perle quelques gouttelettes d'un sang rosé. C'est ainsi que, sans le savoir, Psyché se prend elle-même à l'amour de l'amour. Le désir brûle en elle, de plus en plus ardent, de l'auteur des désirs. Elle se penche sur lui, haletante d'envie, le dévore avidement de larges baisers passionnés, tout en craignant d'abréger son sommeil. Mais, tandis que, le cœur défaillant, elle s'abandonne, irrésolue, à cet émoi plein de délices. La langue, soit basse perfidie et malice jalouse, soit impatience elle aussi, de toucher et comme de baiser ce beau corps, laissa tomber de sa mèche lumineuse une goutte d'huile bouillante sur l'épaule droite du dieu. Ah, lampe audacieuse et téméraire, servante infidèle de l'amour. Voulait le maître même du feu, quand c'est un âme en souvient-tant, qui, pour posséder plus longtemps et jusque dans la nuit l'objet de ses désirs, t'a invoqué le premier. Le dieu sous la brûlure bondit, et quand il vit sa foi trahie les souliers. Aïe! J'avais promis de ne pas chercher à me voir. Tu m'as trahi, moi qui t'ai sauvé du monstre imposé par ma mère, moi qui lui ai désobéi par amour pour toi. Tu m'as blessé, je ne te reverrai plus jamais. Il s'arracha aux baisers et aux embrassements de sa malheureuse épouse et s'envola sans mot dire. Depuis le départ de Eros, Psyché pleurait du matin au soir. Pourquoi ai-je écouté mes sœurs? Pauvre Eros, si seulement je pouvais soigner sa blessure, peut-être me pardonnerait-il. Mais où le trouver? Zéphyr, qui aimait beaucoup la princesse, lui souffla. Mais où veux-tu qu'il soit? Chez sa mère, la déesse Aphrodite. La déesse? Mais elle me hait. Elle voulait me donner un serpent ailé pour époux. Oui, mais si tu ne vas pas la voir, tu ne reverras jamais Eros. Tu as raison, mon ami. Je ferai n'importe quoi pour le revoir. Je serai digne de son amour. Je lui prouverai. Alors, le vent emporta la princesse au palais d'Aphrodite. Que fais-tu là, petite insolente, toi qui es plus belle que moi? Mais je ne suis pas plus belle que vous. Menteuse. Et en plus, tu as brûlé mon fils. Je ferai tout pour me faire pardonner. Tout,
Cela m'étonnerait. Je vous le jure. Eh bien, c'est entendu. Je veux moi aussi éprouver à quoi tu es bonne. Démêle-moi l'amas confus de semences que voici. Sépare les grains un à un et les trie avec ordre. Il faut qu'avant ce soir, tu aies expédié cet ouvrage et le soumettes à mon approbation. Ce repas de noces, une mélodie de verre l'auteur des parfums est toute chargée de guirlandes de roses aux brillantes couleurs. Quand elle voit la diligence apportée à ce prodigieux travail. Ce n'est pas toi, Brienne. Ce ne sont pas tes mains qui ont fait cet ouvrage. C'est celui à qui tu as plu pour ton malheur et pour le sien. Mais sitôt que l'aurore fut remontée sur son char, Vénus appela Psyché et lui dit: Vois-tu ce bois qui, près du fleuve où baignent ses pieds, s'étend tout au long de la rive, et dont les derniers arbustes dominent la source proche? Des brebis dont la toison brille de l'éclat naturel de l'or y paissent son gardien, errant à l'aventure. De cette toison précieuse, procure-toi sur l'heure et n'importe comment un flacon de laine, que tu m'apporteras. Voilà ma volonté. C'est ainsi que le Rousseau, dans sa grandeur et son humanité, enseignait à Psyché, souffrante, comment assurer son salut. Psyché ne commit pas la faute de prêter à ses instructions une oreille distraite. Elle eut soin, au contraire, de les suivre point par point, mais déroba facilement de la moelle toison d'or fort. De quoi en rapporter son giron rempli à Vénus. Mais le succès de cette seconde épreuve ne fut pas mieux reconnu de sa maîtresse. En fronçant le sourcil et avec un sourire amer, Je ne m'y trompe pas et discerne l'auteur de cette nouvelle supercherie. Tu m'as l'air d'être une grande magicienne et profondément experte en maléfice, pour avoir si promptement obéi à des ordres tels que les miens. Mais voici encore, ma mignonne, un service à rendre. Prends cette cassette et rends-toi de ce pas jusque dans les enfers et les sombres pénates d'Orcus. Là, tu présenteras la cassette à Proserpine et lui diras: Vénus te prie de lui envoyer un peu de ta beauté, ne serait-ce que la ration d'une seule petite journée. Car ce qu'elle en avait, elle l'a dépensé et complètement usé à soigner son fils malade. Mais ne rentre pas trop tard. Il faut que je m'en frotte avant d'aller pour une séance au théâtre des dieux. Mieux que jamais, Psyché sentit que sa fortune touchait à son terme, et comprit avec évidence qu'on la jetait ouvertement et sans plus rien voiler dans une mort toute prête. Car quoi? Ne la forçait-on pas à se rendre elle-même et sur ses propres pieds dans le Tartare et chez les Manes? Et sans plus hésiter, elle se dirige vers une haute cour pour là se précipiter. Ce serait, pensait-elle, pour descendre aux enfers la route la plus directe et la plus aisée. La tour qui voit loin s'acquitta de sa prophétie. Sans tarder, Psyché se rend à Athéna. Dûment munie des pièces de monnaie ainsi que des cadeaux, elle descend rapidement le couloir infernal. Elle dépasse sans mot dire la nuit infirme, donne au passeur une pièce en péage, reste insensible à la requête du mort flottant à la surface, dédaigne les prières insidieuses des incendiaires, endort en lui jetant un gâteau à manger la rage effroyable du chien et pénètre enfin dans la demeure de Proserpine. Sans accepter ni le siège moelleux ni les raffinés que lui offre son hôtesse, elle s'assied à ses pieds sur le sol et, satisfaite d'un point grossier, elle expose la mission dont va charger Vénus. On remplit en secret, on ferme la cassette et Psyché la reçoit. À l'aide du second gâteau, elle donne le change au chien et muselle la bête aboyante, remet en paiement au passeur la pièce de monnaie qui lui reste et d'un pas bien plus alerte, elle ressort des enfers. Mais, après qu'elle eut, en la retrouvant, adoré la blanche lumière de ce monde, et malgré la hâte qu'elle avait d'arriver au bout de la tâche, une curiosité téméraire s'empara de son esprit. Et quoi? Suis-je assez sotte pour porter la beauté divine sans en prélever même une parcelle pour moi? Et bien ainsi, qui sait, à mon bel amant? Et, tout en parlant, elle ouvre la boîte. Mais dans la boîte, rien du tout. De beauté, pas la moindre trace, rien qu'un sommeil infernal. Un vrai sommeil de Styx, qui l'envahit si peu libéré de pudeur, dépense doucement d'une épaisse vapeur léthargique et les tempes captives sur le chemin. À la place même où elle posait le pied. La voilà gisante, immobile. Bref, un cadavre endormi. Mais Cupidon, qui, sa blessure cicatrisée, revenait à la santé, et qui ne pouvait endurer la longue absence de sa Psyché, s'était échappé par la fenêtre haute de la chambre où il était enfermé. Ses ailes s'étaient reformées durant ce temps de repos. D'un vol plus rapide que jamais, il rejoint sa Psyché, écarte avec soin le sommeil, l'enferme de nouveau dans la boîte à la place qu'il y occupait, puis, réveillant Psyché par une offensive piqûre d'une de ses flèches, tu étais victime une fois de plus, malheureuse enfant, de la curiosité qui t'a déjà perdu. Cependant, va, achève de t'acquitter de la mission dont t'a chargé ma mère. Le reste nous regarde moi. À ces mots, l'amant ailé prend son vol, et Psyché s'empresse de rapporter à Vénus le présent de Proserpine. Cependant, Cupidon, dévoré d'un excès d'amour et la mine dolente, redoutant au surplus la soudaine austérité de sa mère, regarde à ses prouesses d'antan.
D'un vol rapide, il pénètre jusqu'au haut du ciel, présente sa supplique au grand Jupiter et plaide sa cause auprès de lui. Jupiter, alors, le prenant par la joue et le lamant, l'attirant jusqu'à ses lèvres pour lui donner un baiser. Jamais, monsieur mon fils, tu ne m'as rendu l'honneur auquel j'ai le droit du consentement des dieux. Et ce cœur où s'ordonnent les lois des éléments et le mouvement des astres, tu le blesses continuellement de tes coups. Tu lui infliges sans répit la honte, la faiblesse et l'aventure terrestre. Au mépris des lois et de la loi Julia, elle-même de la morale publique, tu compromets dans toute base d'adultère mon honneur et ma réputation, en donnant à mes traits augustes la forme avicillante d'un serpent, d'un feu, d'une bête sauvage, d'un oiseau, de quelque bétail. N'importe. Je me souviendrai que je suis débonnaire et que tu as grandi entre mes mains. Je ferai tout ce que tu me demandes. À condition toutefois que, connaissant ton devoir, tu aies l'œil ouvert sur ceux qui voudraient t'imiter, et que s'il existe actuellement sur la terre une beauté sans pareille, tu me l'offres en récompense de mon bienfait présent. Dit et ordonne à Zéphyr de vite convoquer tous les gens en assemblée, en proclamant que qui montera au rendez-vous céleste en trouvera une amende de 10 000 sesterces. Cette menace eut vite fait de remplir le théâtre du ciel. Et Jupiter, dominant les autres du coin de son trône élevé, s'exprimant en ces termes. Dieu conscrit, dont les noms sont portés sur le registre des muses. Voici un garçon que j'ai élevé de mes mains, comme sans doute vous le savez tous. J'ai jugé qu'il fallait mettre un frein aux ardeurs impétueuses de sa première jeunesse. C'est assez qu'il ait parlé de lui par le scandale quotidien de ses adultères et fredaines de tout genre. Ôtons-lui toute occasion et maîtrisons ce dévergondage d'adolescent en l'enchaînant dans des liens du mariage. Il a fait le choix d'une jeune fille, il l'a privée de sa virginité, qu'il l'a gardée, qu'il l'ait pour sienne, et qu'uni à Psyché jouisse à jamais de l'objet de son amour. Puis tournant son visage à Vénus. Ma fille, ne t'attriste pas, et que cette alliance avec une mortelle ne t'inspire aucune crainte pour la condition de ton illustre maison. Je vais faire de cette union ne soit plus qu'une mésalliance, mais un mariage légitime et conforme au droit civil. Aussitôt, il ordonne que Zéphyr aille enlever Psyché et la conduise au ciel, et lui pendant le coup d'ambroisie. France, sois immortel, jamais Cupidon ne se dégagera des liens qui l'attachent à toi. C'est pour toujours que vous êtes unis par le mariage. Puis, un abondant repas de noces. Sur le lit d'honneur était couché le marié, qui tenait Psyché dans ses bras. Puis, Jupiter avec sa Junon, et tous les dieux, chacun à son rang. La coupe de nectar, qui est le vin des dieux, était présentée à Jupiter par le jeune pâtre sans les chansons. L'hiver servait les autres. Vulcain faisait la cuisine, les heures empourpraient toutes de roses et d'autres fleurs. Les grâces répandaient les parfums, les muses faisaient entendre leur voix harmonieuse. Puis Apollon chanta en s'accompagnant sur la cithare. Et Vénus, agissant dans ses pas, avec douce musique, dans sa grâce après se composer à l'orchestre, tous les muses exécutaient un chœur, tandis qu'un satyre jouait de la main, et qu'un paniste portait son chalumeau. C'est ainsi que Psyché passa selon les rites sous la puissance de Cupidon. Et quand le terme fut arrivé, il en naquit une fille qui nommèrent la volupté.